Nous avons essayé de former ce que nous appelions une troisième force. Nous voulions mettre fin aux dissensions entre le Biafra et la Fédération en créant une troisième entité, une troisième force. Je me suis rendu au Biafra pour tenter d'entrer en contact avec mes collègues, des écrivains et des politiques. J'ai vu Christopher Okigbo pour la dernière fois. Il venait du front. La guerre avait déjà éclaté. Engagé volontaire du côté biafrais, Okigbo meurt au combat à 35 ans. Il était l'un des plus grands poètes africains, celui qui a réussi la synthèse de la poésie occidentale, de la mythologie africaine et de la musique nigériane. J'ai vu d'autres personnes, certaines ont été exécutées par la suite, soit par les Biafrais, soit par le gouvernement fédéral, lors d'exécutions sommaires. À mon retour, on m'a arrêté et envoyé en prison pour 27 mois, dont 22 en isolement. Compte tenu de son manque d'organisation, la résistance biafraise est impressionnante. Mais le combat ne saurait être restreint au seul affrontement de fédéraux et de séparatistes. Les grandes puissances, l'Est comme l'Ouest et les États africains vont prendre position dans ce conflit. Étonnante distribution. Côté biafrais, la France, la Chine, la Tanzanie, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Zambie et Haïti. Côté Nigeria, le Royaume-Uni, l'URSS avec armes, les États-Unis sans armes. La guerre tua 100 000 soldats, mais fit entre 500 000 et 2 millions de victimes civiles, parmi lesquelles de très nombreuses victimes d'une famine aggravée par le blocus du Biafra. Les images de cette famine vont bouleverser l'opinion publique internationale. La guerre du Biafra se termine en 1970 par la défaite de l'armée biafraise, qui avant de se rendre, dans un geste de désespoir, met le feu à sa principale richesse, maintenant confisquée, les puits de pétrole. We have fought a long, bitter battle, and it has ended in a victory for common sense, victory for the unity of this country. Je suis parti en exil. Au bout d'un moment, je ne supportais plus le triomphalisme autour de cette soi-disant victoire sur le sécessionnisme. Quel cliché, quelle banalité de dire l'unité a triomphé. C'est galvauder le mot unité et ce qu'il représente. Alors je me suis exilé volontairement. Mais je n'étais jamais vraiment loin du Nigeria. Je le portais en moi, je me tenais au courant de ce qui se passait. Le parti qui a gagné la guerre n'était pas tant celui des partisans de la Fédération, des antisécessionnistes, non. C'était une force coercitive appelée l'armée. Suite à la guerre civile et au triomphe des armes, les militaires sont devenus un parti politique à part entière, avec l'intention de rester au pouvoir définitivement. Les brutalités qui perdurent encore aujourd'hui au Nigeria découlent de la mainmise totale de l'armée depuis cette époque sur la vie civile, sur les droits civiques et sur les droits de l'homme.
Même s'il ne faut pas le réduire à une simple manifestation de la guerre froide, le drame Biafrais confirme la cassure du continent en deux blocs antagonistes. Une cassure qui va notamment permettre à certains chefs d'État africains de jouer, par exemple, la carte du communisme contre l'Occident. Il en est ainsi en Guinée-Conakry, où Sékou Touré ne recule devant aucun moyen pour séduire le bloc soviétique, y compris par l'invention d'une sorte de monstre institutionnel. Le parti État de Guinée, dans son idéologie déjà élaborée, a défini la catégorie qu'elle dénomme classe-peuple, qui constitue sa base sociale et dont les composantes ont un intérêt commun dans la lutte qu'elle mène. La classe-peuple, dans un régime révolutionnaire, exerce en conséquence le pouvoir et tous les pouvoirs pour préserver et affermir sans cesse la justice sociale. Il devient alors clair que les individus ou les groupes d'individus ayant des intérêts opposés à cette vision de l'évolution historique ne font pas partie de la classe peuple. Il devient clair en effet que tous ceux qui ne font pas partie de la classe peuple, tous ces fomenteurs de pseudo-complots, devront s'exiler par milliers ou pire encore, dépérir dans les geôles du camp Boiro, dont il faudra attendre la mort du dictateur pour découvrir toute l'horreur. Autre dictature, officiellement de la même tendance marxiste, celle qui va se saisir de l'Éthiopie. Après 44 ans de règne, le négus Haïlé Sélassié, fragilisé par une situation économique désastreuse, est déposé par un coup d'État militaire en 1974. 3 ou 4 mois après, a commencé un processus qu'on appelait un coup d'État lent, presque une caresse. Il a fallu 10 mois pour que les militaires aient le culot et le courage. Entre le premier moment où ils ont emprisonné, en février, le Premier ministre qu'ils nous ont relâché après 24 heures, et la décision d'Haïlé Sélassié, ça passera 10 mois. Parce qu'ils savaient très bien que la population n'accepterait pas la chute d'Haïlé Sélassié. Mais même pour le tuer, ils ont eu peur. Ils ont attendu 1 année, et maintenant on le sait, puisque son cadavre a été retrouvé caché sous les bureaux même de Mengistu. Il a étouffé Haïlé Sélassié. Dans la tête de Mengistu, et ça vous montre aussi son niveau culturel, hein, l'esprit d'Haïlé Sélassié risquait de le hanter s'il était enterré loin, dans une église notamment. Donc il fallait qu'il soit enterré sous son bureau, sur des chapes de plomb. Ce coup d'État lent a été l'œuvre d'officiers du troupe, avec quelques petits soi-disant conseillers ayant bu quelques petites tasses de marxisme sur le boulevard Saint-Michel et qui ont voulu encadrer, donner un contenu idéologique à ces officiers. Les Éthiopiens ne l'ont jamais appelé le Négus rouge, ils l'appelaient Mengistu. Qu'il soit rouge, ils n'en sont pas convaincus, ils pensent plutôt que c'est un fasciste. Un jour, sur ce qui est actuellement la place de la Mascale, de la Croix, où se déroule chaque année la procession de la conversion au christianisme en Éthiopie, qu'il avait baptisé place de la Révolution, pour dire qu'il allait terrasser tous les contre-révolutionnaires, il avait rempli une bouteille de sang, ou d'encre rouge, qu'importe,
Et en plein discours, devant des centaines de millions de personnes, il avait cassé la bouteille en la fracassant sur le trottoir pour dire que c'est comme ça qu'il va verser le sang des contre-révolutionnaires. Je ne crois pas qu'il était socialiste. Pour être socialiste ou communiste, il faut être capable de lire Hegel et Kant. Si vous n'avez jamais lu ni l'un ni l'autre, comment pouvez-vous vous dire communiste? Le marxisme, le communisme, toutes ces idéologies en isme exigent une érudition bien supérieure à celle de Siad Barre. Il avait quelques grands principes en tête. Il voulait faire sortir la Somalie de ce qu'il considérait, entre guillemets, comme de la barbarie, et instaurer une structure d'État. Et ça a très bien fonctionné pendant quelques années. Siad Barre est connu pour ça. Les premières années, tout a bien marché. Mais après, il est devenu comme une poule qui, au lieu de laisser son œuf donner naissance à un poussin, préfère le manger. Le pays s'est dévoré lui-même. A Naked Needle, une aiguille nue, est le deuxième roman de Noureddin Farah, celui qui va précipiter son destin alors qu'il voyage en Europe. Ce que je ne savais pas, c'est qu'une critique avait paru dans le London Sunday Times, dans laquelle le journaliste avait écrit « Noureddin Farah se moque du dictateur somalien et du socialisme en général ». De plus, il décrit la corruption à l'intérieur du pays. L'ambassadeur de la Somalie a envoyé un téléx ou un télégramme me traitant d'ennemi de la nation. Je n'étais au courant de rien de tout cela. Je suis arrivé à Rome, j'ai appelé mon frère pour lui demander de venir me chercher à l'aéroport et il m'a dit « Apparemment, tu n'as pas entendu la nouvelle. » J'ai répondu « Que s'est-il passé ?» Il avait appris que si je rentrais en Somalie, je serais condamné à 30 ans minimum en tant qu'ennemi de la révolution. Mettant à profit la chute du Négus en Éthiopie, Siad Barre envahit la province de l'Ogaden, annexée par Ménélik II il y a plus de 70 ans. Barre peut s'appuyer sur le renfort de maquisards somaliens qui sont en lutte contre le régime éthiopien et revendiquent leur retour à la mère patrie. De ces deux pays d'obédience marxiste, l'Union soviétique choisit l'Éthiopie. Moscou retire donc son aide à Siad Barre. Battue en 1978, la dictature somalienne se tourne alors vers les États-Unis, qui font parvenir à Mogadiscio de quoi limiter le désastre de nouvelles famines et installent une base stratégique dans le nord du pays.